Donc bonjour à tous. Je suis ravie d'accueillir Alain Richard, sénateur, Isabelle Roche, députée, Thomas Friand, directeur de l'Institut Open Diplomacy, Pierre-Jean Claus, fondateur de Génération Maastricht, et bien sûr Nathalie de Courcy d'Égalité Ensemble qui va co-animer la table avec moi. Donc, je suis Juliette de Causan, présidente d'Égalité Ensemble, et nous allons parler aujourd'hui du Sofagate. Alors, le Sofagate, c'est le nom de cet incident protocolaire survenu à Ankara le 6 avril dernier lors d'une visite de la présidente de la Commission européenne au président turc Recep Erdogan. Alors, la question, c'est comment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a-t-elle pu être reléguée sur un sofa à l'écart du président du Conseil européen, Charles Michel, qui était aussi présent, qui lui était traité comme l'égal d'Erdogan, assis sur un beau fauteuil doré. Donc, on a vu de magnifiques photos relatant cet incident. Alors, on va déjà commencer par expliciter ce qui s'est passé et quelles sont les institutions en présence. Alors, normalement, c'était Irène Toleret, eurodéputée, qui devait nous expliquer les instances en présence. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer, voilà, quelles sont les trois institutions, on va dire, qui ont été représentées ce jour-là et qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue protocolaire? Alors, j'ai l'impression que Thomas Friand peut peut-être l'évoquer ou Oui, Isabelle. Juliette, je peux le faire. Merci de nous avoir invités. Je me dévoue parce que la description institutionnelle est facile à faire pour un think tanker et je préfère laisser la parole politique aux politiques. D'accord. J'ai vu la présence d'Alain Richard et de mon amie Isabelle Roche pour parler de ce sujet extrêmement crucial et de Pierre-Jean que je connais bien, avec qui j'ai l'occasion de travailler de temps à autre. Donc je me colle à la description, comme ça tout le monde y verra clair dans ce jeu institutionnel complexe. Depuis le traité de Lisbonne en particulier, mais c'est un peu plus ancien que ça, l'Union européenne est basée sur trois institutions maîtresses. La Commission, qui existe depuis la naissance des communautés européennes, qui a le monopole de l'initiative législative au niveau de l'Union européenne, donc qui propose les projets de directives, de règlements ou de résolutions et qui sont après discutés par les instances législatives de l'Union. Et dans les instances législatives de l'Union, on a le Conseil de l'Union européenne, et j'insiste sur cette dimension-là, qui est composé des représentants des États. Donc c'est un conseil des ministres où les États siègent au nom des États. Les ministres siègent au nom des États. Et le Parlement européen, qui est une instance démocratique et pas diplomatique, contrairement au Conseil, c'est-à-dire où ce sont les représentants des peuples européens qui siègent au nom des 500 quelques millions d'Européens, élus directement au suffrage universel depuis la fin des années 70. Donc Irène Toleret en parlera beaucoup plus intelligemment que moi, mais le Conseil de l'Union européenne, dont je parle, et le Parlement européen sont co-législateurs des initiatives législatives dont la Commission a le monopole, c'est-à-dire que ni le Parlement ni le Conseil ne peuvent proposer une loi européenne qui ne serait pas initiée par la Commission. Le Conseil européen dont on parle et que Charles Michel préside, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui est devenue depuis le traité de Lisbonne, c'est-à-dire depuis 2009, une instance de l'Union européenne officiellement, qui donc rassemble aussi les États membres comme le Conseil de l'Union européenne. Et cette réunion des chefs d'État et de gouvernement, elle est là pour donner les grandes orientations de l'Union européenne. Donc j'avais dit qu'il y avait trois institutions principales, la Commission et les deux co-législateurs que sont le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, le tout étant orienté, préparé par le Conseil européen que préside Charles Michel, le Conseil européen étant depuis quelques années maintenant doté d'une présidence stable qui dure 2 ans et demi. C'est souvent un ancien chef d'État et de gouvernement ou de gouvernement des États membres de l'Union européenne qui le préside. Et on le confond souvent avec le Conseil de l'Union européenne, pour deux raisons. La première, c'est que le Conseil de l'Union européenne aussi représente les États, et que le Conseil de l'Union européenne, comme le Conseil européen, a aussi une prérogative
sur la politique étrangère, la politique extérieure de l'Union européenne. Là où on a un imbroglio diplomatique qui est lié au protocole, mais pas que à ça, c'est que le Conseil européen, et son président en particulier, surtout depuis qu'il y a un président permanent, et le premier en était Herman Van Rompuy, depuis qu'il y a un président du Conseil européen, c'est le président du Conseil européen qui représente sur la scène internationale la voix commune de l'Union européenne. Là où il y a une difficulté qui s'est posée particulièrement sur le plan protocolaire et qui réside plus dans les mauvaises préparations internes à la Commission et au Conseil, c'est que la Commission européenne, en tant qu'instance qui a le monopole de l'initiative législative, est également chargée par les États membres de négocier au nom des États membres les accords internationaux de l'Union européenne. C'est vrai à l'OMC, c'est vrai dans le cadre de la COP pour le climat, etc. Et donc la visite à Ankara, j'allais dire Istanbul parce que je pensais à la Convention d'Istanbul, mais la visite à Ankara, c'est la visite de ces deux leaders de l'Union européenne, le président du Conseil, Charles Michel, qui représente l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement dans la politique extérieure de l'Union européenne, accompagné par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, en tant qu'instance chargée par les États membres de négocier les accords internationaux de l'Union européenne. Et comme dans le rapport de force avec la Turquie, il y avait plusieurs enjeux qui sont liés à des accords internationaux de l'Union européenne ainsi qu'au processus d'adhésion à l'Union européenne de la Turquie, les deux étaient indispensables. Sauf que protocolairement, c'est le président du Conseil qui a la prévalence et que les Turcs ont utilisé cette prévalence pour diviser le binôme européen. Il est tout à fait clair aux yeux de chacun des technocrates bruxellois que c'est le président du Conseil qui a la prévalence. Néanmoins, ils ont tous les deux le rang de chef d'État ou de gouvernement, peu importe, c'est absolument équivalent, et ils auraient dû être traités à égalité en étant accueillis par Ankara. Et Erdogan, qui n'est pas le dernier des mauvais diplomates, a su exploiter cette distinction institutionnelle pour diviser le binôme européen, au point où le Sofagate, c'est pas important, l'image choc, pour l'image de la force de von der Leyen, c'est désastreux ce qui s'est passé à Ankara. Mais le plus grave, c'est la tension qui s'est installée entre Charles Michel et Ursula von der Leyen à l'issue de cette visite à Ankara, si bien qu'ils ont eu le droit à plusieurs réunions d'explication de retour à Bruxelles et que ça a posé de graves problèmes de fonctionnement interinstitutionnel entre le Conseil et la Commission. Voilà pour cette petite phase exploratoire des instances bruxelloises. Désolé, j'ai été un peu plus long que 3 minutes, mais vous l'avez compris, c'est très complexe. Non, mais c'est très bien parce que vraiment, donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien une prévalence, mais ça n'était pas une raison peut-être juridique suffisante. Alors, ce que je vous propose, c'est que on passe à la question suivante. Donc, en quoi cet incident est le signe de dissension entre la Commission européenne et le Conseil européen? Est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à cette question? En fait, moi, si j'avais un propos en complément de Thomas, c'est que cette prévalence, certes, elle est là, mais il faut savoir quand même que auparavant, on n'a jamais eu ce souci, puisque quand Jean-Claude Juncker et Donald Tusk ont été reçus par la Turquie, ils avaient chacun un siège de part et d'autre du dirigeant turc. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Donc c'est sûr que l'image qui a été donnée est désastreuse en termes européens, et le fait que Erdogan effectivement soit on va dire un fin diplomate, alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quelqu'un qui manie très bien la diplomatie, ou en tout cas les rouages et les symboles, parce que là on est vraiment sur du symbole. Il divise les instances de l'Union européenne par un siège manquant ou par un sofa, et l'image est d'autant plus choc que c'est un homme, une femme. Voilà, donc c'est ce que je voulais apporter en complément de ce qu'a dit Thomas, sur le fait que jusqu'à présent, on n'avait jamais eu cela de la part d'hôtes qui invitaient les deux représentants. Oui, donc est-ce que vous pensez du coup que ça a été volontaire? Bon, déjà, on est sûr qu'ils n'ont mis que 2 chaises
Ça, c'est exprès. Ça ne peut pas être une erreur. Non, Quand il y a trois, là, c'est le jeu des chaises musicales. Donc, s'il n'y en a que deux, c'est que forcément, le troisième ne pourra pas s'asseoir. La question est la suivante. Est-ce que vous pensez que Charles Michel était au courant que ça allait se produire? Ou est-ce qu'il a été mis sur le fait accompli? Est-ce que ça a été organisé sciemment par Ankara et donc le Conseil européen? Est-ce qu'il y a eu une entente diplomatique entre les deux pour, on va dire, mettre en avant le Conseil européen par rapport à la Commission? Alors, on peut faire un commentaire politique, et surtout politique, sur la vie de l'Union européenne et sa façon d'assumer ses responsabilités. La différence cette fois-ci, c'est qu'on allait voir un adversaire. Et un adversaire avec lequel nous avons de nombreux, en tant qu'Européens, points de conflit, et avec lequel se déroule un rapport de force. D'un côté, Erdogan est dans une situation économique difficile, et donc il a le plus grand besoin que la facilité de ses relations économiques avec l'Union européenne, qui sont intenses, se poursuive. Et d'autre part, par contre, il nous tord le bras avec l'affaire de l'accord. C'est un accord qui a été conclu par l'Union européenne pour la rétention des personnes réfugiées venant du théâtre syrien. Et à l'ordre du jour, il y avait les deux sujets qui impliquaient les deux institutions. Et donc, il me semble que c'est un défaut de préparation, on va dire les choses gentiment, puisque les deux autorités devaient s'exprimer sur certains des sujets qui nous opposent à Erdogan, et que de la part du secrétariat général de l'Union en particulier, dont c'est la mission, le fait que ce sujet de protocole n'ait pas été abordé de façon franche et directe avec les Turcs est au moins une faute professionnelle. Je voudrais peut-être, Juliette, si tu me permets, confirmer et approfondir ce qu'Alain Richard a dit. Les relations entre l'Union européenne et la Turquie sont de plus en plus difficiles depuis 2016, à partir du moment où le président turc a organisé un simulacre de coup d'État pour s'auto-déstabiliser et légitimer la cabale qu'il a organisée contre les défenseurs de l'état de droit dans l'Union, dans un contexte où l'Union a besoin de la Turquie, effectivement, et c'était aussi au même moment, l'accord sur la rétention des réfugiés syriens a eu lieu pile au même moment. Et il y a aussi un besoin de la part des Européens de pouvoir avoir un allié, qui est un allié de l'Alliance transatlantique par ailleurs, pour pouvoir gérer la crise syrienne. Sur ça, s'est ajouté deux éléments extrêmement graves pour lesquels seule la France a été vocale en la matière au sein de l'Union européenne, principalement la France. La première, c'est l'exploitation de gisements pétrolifères et d'hydrocarbures absolument illégales par les navires turcs dans les eaux territoriales grecques et chypriotes, qui s'appelle littéralement une souveraineté, une violation de la souveraineté européenne et de la souveraineté en particulier des États que sont la Grèce et Chypre, d'une part, et d'autre part, les immixtions de la Turquie dans le conflit libyen, au point de totalement déstabiliser les travaux menés par la coalition transatlantique pour stabiliser l'État libyen, dont on sait qu'il joue un rôle absolument crucial dans le bon fonctionnement de l'Afrique du Nord et notamment la stabilisation du Sahel. Donc sur fond de ces deux tensions-là, oui, il y a eu très clairement l'intention de la part d'Erdogan d'exploiter toutes les failles possibles pour pouvoir bénéficier de la meilleure dynamique de négociation possible. Alain Richard évoquait les enjeux à l'instant, c'est-à-dire les contreparties financières de l'accord de 2016 sur l'immigration, la négociation sur l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie pour se substituer au processus d'adhésion et la résolution des conflits en Méditerranée. Et donc, en diplomatie, on le sait très bien, la forme permet au fond de s'exprimer correctement. Et en l'espèce, la forme a été subtilement organisée par Erdogan pour lui donner une dynamique de fond qui était plus favorable. Et là où il y a une véritable erreur des services européens, au sens large,
c'est de ne pas avoir sécurisé la forme. Si vous lisez les articles extrêmement intéressants que Politico Europe a publiés sur ce sujet, vous verrez qu'il ne parle pas de Sofagate, mais de Aidgate, aid au sens aide diplomatique, l'aide de camp, qui organise le protocole. Et il y a des erreurs de part et d'autre. Sur fond de Covid, où comme tout le monde est en télétravail, le protocole qui nécessite beaucoup des visites de terrain, des visites préparatoires, ne s'est pas activé correctement. Et c'est une erreur tant de la Commission que du Conseil, puisque les services de la Commission qui font partie prenante de cette visite d'État, comme Alain Richard l'expliquait à l'instant, avaient un rôle à jouer, puisqu'il y avait des accords commerciaux et des accords internationaux à négocier, et que, comme Ursula von der Leyen se réclame d'une commission géopolitique, elle a aussi des services protocolaires et ils n'ont pas été à la hauteur des préparatifs, au point où ils ont découvert le jour J que Ankara n'avait pas mis en place de siège pour von der Leyen, pas seulement le jour du SOFA, mais également la veille lors d'un dîner d'État où il n'y avait de part et d'autre de la table qu'un siège dit de leader, un pour Erdogan, un pour Charles Michel, et que c'est le conseiller diplomatique de Charles Michel qui s'en est rendu compte et qui a fait rajouter un siège. Et donc, Charles Michel, on ne peut pas lui prêter l'intention d'avoir fait ça, puisque son équipe qui a détecté le problème sur place avait fait rajouter un siège pour Ursula von der Leyen, qui était à ce moment-là considérée comme une conseillère de Charles Michel. Sauf qu'en fait, en résolvant ce problème, il s'attendait à ce que la suite soit résolue aussi, et il ne s'attendait pas à ce que le lendemain, Erdogan refasse la même chose en remettant un sofa, en laissant que 2 sièges dans l'espace, et en laissant un sofa pour von der Leyen. Et c'est aussi une erreur, donc je dis que c'est une erreur de la part de la Commission qui se veut géopolitique et qui ne s'est pas donné les moyens d'être géopolitique. Et c'est aussi une erreur du Conseil, puisque, on le sait, le Conseil, c'est l'émanation des États membres. Et l'émanation des États membres doit s'appuyer sur le Service européen d'action extérieure, qui est rattaché à la Commission et au Conseil. Et en l'occurrence, se planter sur une erreur protocolaire de base, entre guillemets, c'est une décrédibilisation des services de la Commission. Et quand le Conseil décrédibilise la Commission, il fragilise Bruxelles. Donc c'est une double erreur de part et d'autre. Et ce type d'erreur, elle est extrêmement coûteuse, et on le voit aujourd'hui. On est en pleine négociation extrêmement complexe avec la Russie sur la violation des accords de Minsk, sur les invasions nouvelles qui se passent dans la Crimée et dans le Donbass, répliquant les secousses de 2013-2014. Ursula von der Leyen était censée représenter l'Union européenne en Ukraine au nom des chefs d'État et de gouvernement. Elle n'y va pas parce qu'elle se sent fragilisée dans sa posture géopolitique et parce qu'il y a désormais des tensions entre le Conseil et la Commission. Et c'est Emmanuel Macron qui a dû monter au créneau lui-même en tant que chef d'État qui siège au Conseil européen pour se substituer à Charles Michel et von der Leyen et traiter le problème dans le format Normandie, c'est-à-dire le format Ukraine, Allemagne, France, pour pouvoir faire face à la Russie. Donc on voit bien que les conséquences d'un acte protocolaire désastreux sciemment exploité par Erdogan ont des répercussions diplomatiques beaucoup plus graves que la simple image désastreuse également d'Ursula von der Leyen, qui venait elle-même parler, y compris de la fameuse convention d'Istanbul sur laquelle Isabelle travaille beaucoup, sur les droits des femmes, la convention universelle de prévention des droits des femmes, des violences faites aux femmes, qui a été adoptée à Istanbul, en Turquie, et dont l'État hôte, entre guillemets, s'est retiré, à savoir la Turquie. Il faut imaginer le symbole que ça représente, puisque c'est comme si la France se retirait des accords de Paris sur le climat, à la veille du premier sommet d'ONU Femmes depuis 26 ans. Donc en matière de diplomatie féministe, Erdogan a aussi exploité la faille protocolaire de von der Leyen pour pouvoir envoyer un message supplémentaire au monde de l'idéologie des frères musulmans, de dire « nous sommes désormais un État islamique et nous rejetons les droits des femmes comme nous rejetons l'État de droit, et puisque vous nous envoyez une femme pour parler des droits des femmes, eh bien nous allons l'humilier ». Elle est là l'erreur protocolaire, et l'erreur protocolaire est grave parce que le protocole, c'est la condition d'hygiène de la diplomatie. Et il est là le problème le plus grave, en fait. Donc, en fait, est-ce que on voit bien donc il y a une atteinte symbolique à la diplomatie féministe. On est bien d'accord. Il y a une atteinte donc à l'entente. On a vu tout ça au niveau protocolaire, mais donc il y a cette image aussi qui est renvoyée parce que cette présidente de la Commission européenne, c'était vraiment une grande victoire pour la représentation politique des femmes au sein de l'Union européenne et donc à travers le monde. Alors la question, je vais la poser, Irène, j'espère qu'elle est là et qu'elle m'entend, parce que voilà. Donc, si elle est là et elle t'entend. Oui, donc la question est la suivante. Il y a beaucoup de commentaires par rapport
à ce que Charles Michel a fait le jour J. Il découvre qu'il n'y a que 2 fauteuils, il va s'asseoir bien tranquillement à la place. Qu'est-ce que, il aurait dû faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Quelles ont été ses justifications? Est-ce qu'elles sont a priori justifiées? Donc je laisse la parole à Irène Tholeret, eurodéputée. Merci beaucoup Juliette. Désolée pour le retard, j'ai eu une journée un petit peu chahutée avec la visite du Premier ministre et ministre de l'Agriculture sur le gel ce matin. Et donc, pour revenir, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Eh ben, moi, je pense qu'il n'aurait pas dû y aller à Istanbul, hein, parce qu'effectivement, c'était un piège diplomatique assez majeur. Erdogan habite coutumier du fait, et je dirais même plus, j'ai l'impression que le coup des sofas, des fauteuils et des chaises, c'est un classique dans l'histoire diplomatique turque, puisqu'il y a cette célèbre histoire au moment de Soliman le Magnifique, où un Français s'assied sur son manteau parce qu'il n'a pas de chaise, et repart en laissant son manteau. Donc les huissiers turcs lui courent après et il dit « Je n'ai pas l'habitude de repartir avec ma chaise ». Donc l'utilisation du manque de chaise pour expliquer que je suis au-dessus de toi et je t'humilie, ça a l'air d'être un grand classique. Et effectivement, avec une présidente comme von der Leyen, c'est très facile a posteriori de dire qu'ils auraient dû y penser, mais enfin, réellement, ils auraient dû y penser. Et je pense franchement que la faute protocolaire au niveau des cabinets, elle est absolument colossale. Encore une fois, vu le signal qui était envoyé avec la Convention d'Istanbul, ONU Femmes, tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Une fois qu'on est dans cette situation-là, à titre personnel, c'est très facile d'avoir une solution. Hein, mais quand on est... moi, je pense qu'il aurait dû s'asseoir sur le divan à côté de Ursula von der Leyen. Il envoyait un message majeur au monde, mais les protocoles en ont décidé autrement. Et je pense que Charles Michel s'en mord les doigts. Donc, Charles Michel, il fait partie de la majorité Renew. Hein, c'est, entre guillemets, il est Hanout, le président du Conseil. Donc, pour moi, c'est très compliqué. Mais nous avons, grâce à la France, une nouvelle jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence Olivier Duhamel, qui est de dire, c'est pas parce que quelqu'un est de ton camp qu'il faut lui laisser et rien dire. Donc, comment est-ce qu'on sort par le haut de cet épisode? Donc, moi, j'ai décidé, avec l'accord de Stéphane Séjourné, parce que c'était un petit peu compliqué, j'ai décidé de faire une lettre qui va être signée par le maximum de personnes à Charles Michel, en lui expliquant que quand on humilie Ursula von der Leyen, on humilie toutes les femmes, on humilie tout l'espoir de toutes les femmes, parce que briser le plafond de verre, ce n'est pas pour se faire traiter comme un paillasson. Devenir présidente de la Commission européenne ou devenir vice-présidente des États-Unis, quand on dit briser le plafond de verre, c'est pour avoir le même exercice, le même pouvoir, et en aucun cas d'avoir ce type d'incident qui se passe. Donc, de bien lui expliquer que l'humiliation qu'a subi Ursula von der Leyen, nous ne l'acceptons pas, et du coup, nous lui demandons, en tant que présidente de la Commission, de faire avancer la cause féministe avec 2 dossiers prioritaires. Donc, bien entendu, vous me connaissez, donc on remet sur le tapis le Conseil à l'égalité. Ça tombe bien, c'est le terrain de foot de Charles Michel. Donc, ils nous mettent le Conseil à l'égalité homme-femme le plus rapidement en place. Et puis, l'autre chose, la Turquie veut sortir de la Convention d'Istanbul. OK, et ben dans ce cas-là, nous, au niveau européen, on met en place une directive contre les violences faites aux femmes, c'est-à-dire un texte législatif qui est obligatoire de transposition dans tous les États membres pour sortir des quelques joyauderies qui ont décidé ou qui considèrent que l'exemple de Erdogan, pour des raisons diverses ou variées et qui ne sont pas, à mon avis, des bonnes raisons, veulent ne pas ratifier Istanbul. Donc, il faut qu'on ait une réponse de montrer, Monsieur Erdogan, on est bien d'accord que ce qui s'est passé, c'est inadmissible, mais si vous croyez qu'on va réduire les droits des femmes en Europe, la réponse est non. Au contraire, on va aller plus loin. Et le troisième plus loin, ça pourrait être un nouveau truc qui pourrait avoir une couleur comme rose,
et être associé à un mot comme deal ou pacte. Si on est capable de se fixer des objectifs environnementaux, on est bien d'accord qu'on est capable de se fixer des objectifs sur l'égalité homme-femme. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on dise « Ok, stop, on y va ». Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Oui, alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser quand même une question de perception de l'incident. Alors, à Pierre-Jean Claus, qui représente un think tank de jeunesse, hein, si j'ai bien compris, Génération Maastricht. Donc, quel est l'effet sur la jeunesse de voir ce type d'incident voilà, de la part de personnes, je dirais, de l'ancienne génération? Écoute, merci Juliette déjà de me donner la parole. Je pense qu'il y a une chose qui est assez importante si l'on cherche à analyser tout ça, c'est que l'événement, en général, a été quand même perçu comme quelque chose de révoltant pour tout le monde. Ça a été perçu comme quelque chose de révoltant pour toute la jeunesse également. Peu importe le bord politique, c'est un événement qui a marqué la jeunesse par l'ampleur de l'analyse médiatique également et du symbole que ça a donné. Mais il y avait un exemple que j'aimerais bien prendre qui est un petit peu, qui est un petit parallèle, notamment sur le point de vue de la jeunesse. Très récemment, il me semble que c'était la semaine dernière ou un tout petit peu avant, le 9 avril, se tenait une des réunions du Forum Génération Égalité à Mexico City. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui se sont rencontrées virtuellement pour partager leurs expériences sur l'égalité femmes-hommes au niveau international. C'était un événement ambitieux qui avait été organisé par la directrice exécutive de NUFAM. Et il y a une chose qui avait été dite lors de ce forum, en premier lieu, c'est que les deux grands axes qu'il fallait prendre pour que les générations futures puissent continuer le combat féministe, c'était l'ambition et la justice. Et justement, par exemple, le Forum Génération Égalité, ça a vocation non seulement à donner la voix, la parole aux plus jeunes et à leur permettre de faire entendre leur point de vue, mais je pense que surtout, la jeunesse maintenant est quand même, elle est consciente du poids des symboles, elle est consciente du fait qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière seulement, c'est pas seulement une histoire de chaise comme on a pu le voir sur Twitter, c'est évidemment quelque chose qui relève de quelque chose d'une ampleur plus large. Ça, on voit que dans toutes les analyses, dans toutes les prises de position qu'il y a eu derrière, ça a créé un véritable momentum, ça a créé une dynamique pour que les jeunes puissent s'exprimer et légitimement s'indigner. Et je pense que justement, c'est quelque chose qui a un poids qui est tellement important pour tout le monde, et aussi pour la jeunesse plus spécifiquement. C'est quelque chose qui peut sonner comme un point de départ, peut-être au niveau normatif, pour une accélération, comme l'ont dit en fait Irène et Thomas. Ça peut être une sorte de plan d'accélération. Un événement comme ça, c'est tellement, c'est pas, comment dirais-je, c'est tellement exceptionnel par la violence du symbole que ça demande des mesures qui soient proportionnelles à l'expression des gens sur ce symbole et même au symbole en général pour les institutions. Et donc, je pense que le point de vue en général des jeunes sur ça, c'est que il faut une transformation, il faut des plans, il faut des choses concrètes, une feuille de route peut-être, qui puisse permettre justement au niveau institutionnel, oui, merci Pierre-Jean, de changer un petit peu tout ça. Oui, voilà. Alors oui, c'est vrai. Alors c'est un peu le concept de la bombe mentale qui avait été évoqué notamment à l'époque de la création de Greenpeace. Ils expliquaient comment un symbole, le fait d'avoir un bateau, le Rainbow Warrior, qui va
se battre contre pour sauver une baleine pouvait avoir plus d'effet que toutes les discussions en termes d'impact sur la conscience des gens. Donc ça, c'est le concept de bombe mentale. Et en fait, ce qui vient de se passer avec ce Sofagate, ça s'appelle une bombe mentale médiatique. Alors, il y a effectivement des tenants et des aboutissants diplomatiques et il y a des tenants et des aboutissants aussi symboliques. Alors, j'aimerais évoquer la question donc de la diplomatie féministe parce que nous vivons dans un monde où l'inégalité de genre est tout de même le premier, je dirais, de la planète. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose de récurrent partout. On a des systèmes politiques où les droits civils et politiques des femmes sont quasiment réduits à néant, où elles ne sont jamais même majeures. Donc, on a cette question de l'égalité femmes-hommes qui n'est pas du tout forcément acquise. Et nous, en tant qu'Européens, on a un système de valeurs. Alors, cette égalité femmes-hommes, il y a cette notion de diplomatie féministe qui a été mise en avant, je pense, déjà à l'époque par la Suède et qui est reprise par la France. Donc, je vais laisser Isabelle Rauch s'exprimer là-dessus parce que je crois qu'elle est spécialisée justement sur la diplomatie féministe. Merci Juliette. Donc sans être une spécialiste, mais en tout cas étant fortement impliquée à la délégation hommes-femmes au Parlement et en étant vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, effectivement, la diplomatie féministe fait partie du champ d'action des actions qui m'intéressent énormément. Je voulais quand même juste revenir, si c'est possible, sur la violence en fait, de l'image. Et Juliette, tu mentionnais, je me permets de tutoyer, le fait que ce soit une bombe mentale. Effectivement, c'est exactement ça qui s'est produit. Et finalement, ce Sofagate fera sûrement beaucoup plus pour la diplomatie féministe que tous les plans que jusqu'à présent on a pu faire, notamment au ministère des Affaires étrangères. Puisqu'en effet, c'est ce que je rappelais auparavant, on ne s'est jamais posé la question, il y avait 2 fauteuils. Là, on avait un fauteuil et un sofa. Donc Erdogan, comme le rappelait Thomas, a pris finalement ou a voulu mettre la présidente au rang de conseillère et pas au rang qu'elle devait avoir. Et finalement, et tout ça en s'appuyant, et Irène l'a très bien rappelé, sur déjà des positions antérieures qui est sortir de la Convention d'Istanbul et puis bon, tout ce qui est sur l'avortement. C'est toute une suite d'événements qui font quand même que on voit bien que les femmes doivent être reléguées au second plan, voire encore plus loin. Donc cet épisode qui n'était pas forcément prévu comme tel, c'était prévu pour diviser les institutions de la Commission, les institutions de l'Union européenne et pas forcément de mettre en avant, de faire un clash homme-femme. Hein, c'est pour appuyer finalement les propos d'Alain Richard, on est sur un coup politique, mais qui au-delà du coup politique d'Erdogan, on voit toute la difficulté, on va dire tout ce que ça provoque en termes d'égalité femmes-hommes. Donc la diplomatie féministe, moi j'aurais envie de vous renvoyer, parce que c'est 64 pages et en synthétisé en 3 minutes, un peu short, sur le très bon rapport du HCE qui a rendu en novembre un bilan à mi-parcours d'étape sur la diplomatie féministe, en montrant finalement tous les manques encore de la diplomatie française. On est très en retard. La bonne nouvelle, c'est qu'on le promeut, c'est qu'on a envie. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais on voit que dans les postes à responsabilité, il y a encore un déficit de parité. Voilà, pour l'instant, on est dans l'intention, mais on a encore un peu de mal à passer à l'action. Et on aura besoin, en effet, dans les temps à venir, d'avoir des symboles forts et d'incarner par des actions beaucoup plus fortes. Donc déjà d'arriver au poste, à parité avec les ambassadeurs ou ambassadrices. On voit que là, on a quand même du mal, on est très en retard. Donc on est en retard aussi dans tout ce qui est diplomatie concernant le domaine commercial, où on n'a pas forcément dans les équipes commerciales la nécessité d'avoir des équipes paritaires.
Il ne peut n'avoir que des hommes. Donc on voit, oui, et le commerce, alors parce que maintenant on a compris que dans certains domaines il fallait mettre des femmes, mais dans les domaines finalement, dans certains autres domaines qui pourraient toucher l'économie, on estime que ce n'est pas forcément nécessaire. Ou en tout cas, il n'y a pas ça ne s'est pas imposé de cette façon. Donc moi je me félicite que le ministère des Affaires étrangères ait pris la problématique à bras-le-corps, se donne, s'est doté de chartes, s'est doté d'objectifs, s'est doté d'axes de travail. Et on voit qu'on en est encore loin. Il y a des outils qui sont très, très bien. Il y a eu quelques expositions, mais qui restent finalement à chaque fois assez confidentielles. Mais j'ai regardé un petit peu comme ça sur Internet, en fait, les taux de visibilité de différents termes. Et on voit que depuis le Sofagate, finalement, ce qui est appelé le Sofagate, cette problématique monte dans les recherches Google. Donc finalement, c'est d'une très mauvaise chose. On va en faire, à mon sens, une grande avancée pour la diplomatie féministe et le fait de promouvoir les femmes, et pas uniquement pour les droits sexuels et reproductifs, parce que là, par exemple, on en parle beaucoup, mais dans tous les domaines où, effectivement, les femmes qui représentent 50 à 52% de la population doivent être à ce niveau-là dans tout ce qui est négociation. Donc, beaucoup de choses à faire encore, mais voilà, on y travaille tous et toutes. Est-ce que j'ai répondu à la commande? Oui, magnifique. Alors, après, parce que je peux développer pendant très, très longtemps. Donc c'est pour ça mais que ça, c'est normal. On a tous plein de choses à dire. Alors, il y a juste un petit point. Je me souviens qu'Irène Tolleret avait évoqué la notion de gouvernance paritaire, de binôme. Pourquoi ne pas envisager systématiquement des binômes quand on représente un pays? Moi, je trouve ça quand même assez étonnant qu'on envoie systématiquement un homme ou une femme représenter une population qui est quand même majoritairement duale, c'est-à-dire féminine et masculine. Il y a beaucoup de négociations. Quand on prend par exemple l'Afghanistan, où il y a des négociations de paix, où vous ne voyez pas une femme ni d'un côté ni de l'autre. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer une convention internationale pour exiger la parité des négociations, quelles qu'elles soient, femmes-hommes, afin d'éviter justement une atteinte aux droits humains, est-ce que ce ne serait pas une belle diplomatie féministe? Alors, je sais que c'est une question un peu orientée. Est-ce que quelqu'un a envie d'y répondre? Oui, Juliette, je voudrais bien y répondre parce qu'en fait, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Mais pas parce que je ne suis pas féministe, et pas parce que je crois en la représentation paritaire. J'ai même transformé la gouvernance de mon organisation pour que j'ai 2 coprésidents, un homme et une femme systématiquement qui président l'Institut. Donc je crois vraiment à cette proposition. Mais en l'occurrence, je pense que ce n'est pas ça le sujet de la diplomatie féministe. Je reviens un tout petit peu sur ce que Isabelle a dit. Non pas que le tableau qu'elle a dépeint soit... je ne suis pas en désaccord avec ce qu'elle a dit, mais je pense qu'il faut voir les choses un tout petit peu plus largement, parce que la diplomatie féministe, ça n'est pas que la parité dans les carrières diplomatiques des agents du ministère des Affaires étrangères, qui était le principal objet du rapport du HCE. Et effectivement, là en France, on a un gros sujet, il n'y a que 26% de femmes ambassadrices. Quand on regarde les principaux postes diplomatiques, qui sont les pays du Conseil de sécurité ou les principales organisations internationales, c'est encore plus rare. Et je voudrais à ce sujet créditer l'excellent travail qu'a fait l'ambassadrice de France, Sylvie Berman, qui a été en poste en Chine, en Russie, qui siège dans le conseil d'orientation de l'Institut Open Diplomacy, qui maintenant préside le conseil d'administration de l'IHEDN, qui est vraiment une diplomate de très très haut niveau et qui incarne le fait, par sa carrière et par les postes qu'elle a exercés, qu'on peut être une femme et faire une belle carrière dans la diplomatie française. Il y a encore un vrai sujet de parité professionnelle dans le monde diplomatique, en France aussi, mais le sujet de la diplomatie féministe, c'est plutôt un sujet de comment est-ce qu'on emploie tous les outils de politique étrangère pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes,
considérant que les droits des femmes sont des droits humains à part entière et que les outils de la puissance internationale sont des outils qui permettent de promouvoir ces valeurs universelles. Je ne souhaite pas laisser entendre qu'Isabelle aurait minimisé cet aspect. On a travaillé ensemble sur ce sujet-là, donc je ne vais pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Seulement, comme on en a peu parlé jusqu'à présent et qu'on parle surtout des enjeux de représentation, qui ne sont pas peu importants, mais c'est très limitant par rapport à la question de la diplomatie féministe, il me semble très important de mentionner cette dimension-là. Et de ce point de vue-là, la France est quand même très à la pointe pour plein de raisons. Il y a des raisons pour lesquelles on a beaucoup de progrès à faire et puis des raisons qui sont déjà excellentes. Les raisons pour lesquelles on a du progrès à faire, c'est le fléchage de notre aide publique au développement, c'est-à-dire les fonds qu'on emploie pour appuyer nos partenaires qui sont en voie de développement, pour qu'ils intègrent l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur trajectoire de développement, ce qu'on a su faire, nous, que tardivement dans le développement de l'État français. Et là, il y a une vraie révolution copernicienne qui est en train de s'opérer à l'Agence française de développement pour pouvoir justement féminiser ou féministiser, plutôt devrais-je dire, l'aide publique au développement. Et là, il faut saluer le travail qui a été fait par la Commission des Affaires étrangères, dont Isabelle est vice-présidente, pour modifier cette trajectoire. Il faut quand même dire aussi que c'est à améliorer parce que, contrairement aux engagements que la France a pris d'avoir 0,7% de son PIB qui soit dédié à l'aide publique au développement, on fait partie des rares pays du G7 qui n'a pas réalisé cet objectif. Et donc, même si on féminise ou on féministise l'aide publique au développement, il faut mettre plus d'argent sur la table et on est encore loin du compte. On est à 0,55 au lieu de 0,7. Et deuxième élément beaucoup plus favorable pour le coup, qui fait écho à ce que Pierre-Jean a évoqué tout à l'heure, c'est le leadership politique mondial que la France exerce, notamment en présidant avec le Mexique le Forum Génération Égalité, qui a vocation à faire passer le féminisme à l'échelle mondiale du rang de la conception de normes. C'est le résultat de la plateforme de Pékin adoptée en 1995, à un passage aux actes par des soutiens financiers, des programmes d'action très concrets, mesurables à 5 ans, inscrits dans le cadre des ODD, et pilotés par des États, des entreprises, des ONG, etc., qui, eux, vont nous permettre de passer des normes aux actes. Et il me semble que de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je voulais rebondir, parce qu'en fait, les propositions d'Irène Tolleret sont extrêmement intéressantes. Je voudrais juste me permettre un tout petit commentaire, pas pour les critiquer du tout, mais pour montrer comment on peut les employer pour être encore plus performants dans le rebond après le Sofagate, parce que je crois à l'effet de la bombe mentale, et je crois qu'on est tous d'accord sur ce sujet, qu'il y a une véritable prise de conscience, et qu'en fait, Erdogan a humilié von der Leyen, mais en faisant ça, il a tellement redonné l'énergie à tous les féministes, y compris les hommes qui sont des féministes, de s'emparer de la cause, à 2 mois du Forum Génération Égalité, où la France va rassembler plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, qu'il a fait une connerie, quoi. Et donc, dans les propositions de rebond qu'Irène Tolleret a formulées, j'ai noté la création d'un haut conseil à l'égalité à l'échelle européenne et la proposition d'une directive sur les violences faites aux femmes. Il me semble que les deux sont bonnes, mais qu'on peut aller encore plus loin que ça, et j'espère qu'Irène pourra s'en inspirer et enrichir la lettre qu'elle enverra à Charles Michel. La première, c'est qu'il est très clair qu'un haut conseil à l'égalité européen, ça peut être intéressant, mais moi je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut qu'il y ait une réunion du Conseil de l'Union européenne au niveau des ministres de l'égalité de l'Union européenne qui se fasse. C'est-à-dire que comme on a le Conseil Affaires Générales, comme on a le Conseil... C'est de ça dont on parle. Ah bon, bah alors c'est très bien. Du coup, ça veut dire qu'on est d'accord et que là, il y a une ambition politique qui est beaucoup plus forte parce que le Conseil de l'Union européenne est une instance de décision de politique étrangère et de co-législation qui est essentielle. Et pour l'instant, les ministres de l'égalité ne se réunissent pas. Ça ne dépend pas que de ce bon vieux Charles Michel. Ça dépend de tous les chefs d'État et de gouvernement. Mais en tant que président du Conseil, il peut jouer le truc. Et il a un truc à se faire pardonner, donc tant qu'à faire, allons-y. Et comme la France va présider le Conseil de l'Union européenne à partir de janvier, il est parfaitement temps de s'en saisir. Premier sujet. Et ça répond effectivement à de nombreuses attentes de la part des féministes. Deuxième proposition qu'il a formulée, c'est l'idée d'une directive sur les violences faites aux femmes. Tant qu'à faire, faisons une directive sur l'égalité au sens large, sur la parité, sur les carrières, sur les rémunérations. Il y en a beaucoup déjà. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais... Oui. L'Union européenne est quand même à la pointe. Alors, on peut les améliorer. Au bon endroit. Alors, il y a eu peu de choses sur l'égalité au sens large, l'égalité femmes-hommes, mais là, on le voit bien d'ailleurs dans les préparatifs du Forum Génération Égalité, il y a vraiment une multiplicité de sujets qui font l'objet de trous, de vides juridiques, et
Et il y en a en particulier deux, et c'est pour ça que je voulais rebondir sur la proposition d'Irène, qui me paraît très sensée, mais parce qu'il me semble que c'est un peu les deux angles morts qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est le fait que et je suis sûr qu'Isabelle complétera à merveille parce qu'elle connaît le sujet beaucoup mieux que moi, c'est la place des femmes dans la révolution numérique. Le fait que voilà, la révolution numérique, qui est pleine d'opportunités, peut être aussi pleine de facteurs d'exclusion, voire de violence, et que là, il y a un vrai sujet législatif à porter. Et deux, le futur des femmes dans un monde qui est déréglé sur le plan climatique. Et ça, c'est un sujet tant domestique au sein de l'Union européenne qu'international. Parce qu'on le sait, elles sont surreprésentées dans le domaine de l'agriculture, dans les États du Sud, nos États partenaires notamment, et que de ce fait, ça va être, elles, les premières victimes en termes d'emploi de la révolution climatique, sans parler des migrations climatiques, dans lesquelles les violences faites aux femmes envahissent le champ, parce que ça crée des vulnérabilités, de la précarité, etc., etc. Ça va être le même phénomène que quand vous avez une femme SDF qui ne peut pas dormir dans les rues de Paris parce qu'elle craint de se faire violer. Et bien dans les migrations climatiques, c'est la même chose. Donc emparons-nous du sujet, en mettant tous les sujets de l'égalité femmes-hommes dans une telle directive qui peut aller beaucoup plus loin que ce que j'ai entendu, mais peut-être que j'ai entendu qu'un petit peu. Alors, oui. Moi, juste, si je peux rebondir sur ce qu'a dit Thomas, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il a complété mes propos. Et je suis totalement en accord, hein, mais j'avais été peut-être trop elliptique dans mon propos où je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été fait par rapport au fait que justement, et c'est pour ça qu'à un moment je parle des droits sexuels et reproductifs, hein, parce qu'en effet, on est force d'action, on est proactif là-dedans, et je mettais quand même en évidence là où on avait encore des gros progrès à faire, hein, et c'était ça mon propos, c'était sur tout ce qui était la politique commerciale. On voit qu'il y a plein d'angles, d'axes, hein, et comme Thomas l'a dit, où on a fait des progrès, où on avance, mais on voit quand même, et ça rejoint aussi des côtés comme l'environnement, mais sur la politique commerciale, au-delà de la représentativité, de la parité est importante, en tout cas le fait qu'il y ait des femmes qui arrivent et qui soient quasi à parité dans les négociations, est un axe important de développement. On ne peut pas laisser ça uniquement à un genre. Mais on ne pourrait pas non plus le laisser uniquement aux femmes. Moi, je crois beaucoup à la parité, quels que soient les axes de développement. Donc, j'avais plus mis l'accent sur les progrès et sur ce qui, là où traditionnellement, on va aller assez facilement vers la parité. Hein, on l'a très bien décrit. Et puis, il y a des axes où la parité est vraiment très, très difficile à conquérir. Et le focus, à mon sens, doit être mis aussi là-dessus. Et le Sofagate, finalement, vient illustrer parfaitement ce sur quoi il faut qu'on continue d'avancer. Moi, je suis d'accord avec toutes les propositions et celle aussi, d'Irène, complétée par Thomas. Non, mais alors, je voulais juste revenir. Irène, pardon, hein, je sais qu'Irène est à fond sur le sujet. Il y a aussi, je précise, quelque chose qu'elle défend, et j'ai entré une cause dans une plateforme qui s'appelle Pour une cause, sur la grande cause de la présidence française à l'Union européenne, et j'aimerais d'ailleurs que tout le monde aille la soutenir, parce que ce serait bien aussi d'aller cliquer, hein, c'est bête à dire, mais les gens qui retweetent, c'est très gentil, mais il faut aller cliquer sur la proposition pour que ça marche. Alors, je vais laisser Irène répondre, et ensuite, d'ailleurs, je sais que Nathalie de Courcy est aussi porteuse d'une cause sur femmes et sciences, et je la laisserai dire 2 mots. Irène, vas-y. Très rapidement, donc j'ai pas voulu vous mettre la tête au carré, mais en fait, le Haut Conseil, le Conseil à l'égalité, c'est donc une formation officielle dédiée à l'égalité de genre au sein du Conseil de l'Union européenne pour que les ministres se rencontrent. En revanche, en termes de textes législatifs qui sont sur la table, depuis que nous avons la présidente von der Leyen, nous avons une commissaire à l'égalité. Donc, il y avait des textes qui existaient, qui étaient bloqués, et il y a des nouveaux textes qui sont sortis. Donc, concrètement, là, sur la table, on a Equal Pay Directive, donc un texte qui va faire que tous les salariés de l'Union européenne auront accès à la discrimination salariale qu'ils subissent, en ayant accès à leur salaire par rapport au salaire moyen de l'entreprise du poste qu'ils occupent, donc pour pouvoir vérifier à travail égal, salaire égal. Et
Deuxièmement, les composantes qui font qu'ils peuvent avoir accès à la même rémunération. Qu'est-ce qui leur manque en termes de formation pour avoir accès à la même rémunération? On ne pourra plus, pour l'instant, dans la version actuelle du texte, quand on change d'emploi, on ne pourra pas demander l'ancien salaire. Parce que, en fait, une des raisons des baisses des salaires des femmes par rapport aux hommes, c'est que quand elles changent d'emploi, l'employeur qui avait peut-être prévu de l'employer 100, il demande l'ancien emploi, l'ancien salaire, il voit que c'est 80, et du coup, au lieu de la payer 100, il la paye 80. Donc, c'est un texte très compliqué qui est sur la table et qui est déjà sur la table. Hein. Donc, la directive sur les violences, c'est une réponse au fait que certaines personnes ne veulent pas ratifier Istanbul. La place des femmes dans les négociations internationales, INTA, on l'a déjà. Donc, je pourrais vous envoyer la proposition. Donc, on n'a pas encore travaillé dessus. On a work-life balance, donc les congés paternité, les crèches, tout ça, qui était bloqué au Conseil. On a le Women on Board, donc la place des femmes dans les conseils d'administration, qui est bloqué, qui est un texte qui se vote à la majorité. Donc là, Charles Michel, s'il le met sur la table, vu les pays qui ont déjà pris des législations sur des quotas dans les conseils d'administration, le texte, il est voté. Donc on le demande dans la lettre. Donc en fait, pour pas vous noyer sous les trucs, j'ai mis les mesures symboliques les plus importantes. Donc le Conseil à l'égalité et la directive sur les violences, qui est la réponse du chat à la souris, ou je sais pas, ou du chat à la sorcière, mais de dire tu veux sortir d'Istanbul, vous pensez que vous allez pouvoir en sortir? Eh ben rien du tout. Les violences, ça ne fait pas partie des valeurs de l'Union européenne. Et puis il y a aussi un autre texte qui va sortir sur la sécurité de genre. C'est-à-dire, voilà, et à titre personnel, je suis rapporteur d'un texte transversal qui est faire en sorte que les politiques européennes, toutes les politiques européennes, prennent en compte le genre. Donc, que ce soit toutes les commissions, les 22 commissions, donc, doivent travailler. Et donc, on a travaillé avec l'agence AIGE, qui est l'agence de l'Union, qui fait un concept de formation auquel on va inviter tous les parlementaires le 22 avril, je crois, et où ils verront que à chaque fois qu'on travaille sur une législation, première question, est-ce que cette législation, est-ce que ce budget va avoir un impact sur le genre? Oui ou non? Si c'est oui, alors tout de suite, je mets une mesure d'impact. La première chose que je fais, c'est une mesure d'impact. Et une fois que j'ai cette mesure d'impact, et ben derrière, je mets en place des mesures correctives et le texte législatif et les budgets prennent en compte ça de manière à pouvoir améliorer les situations. Donc, la politique féministe est liée à l'intérieur de l'Union et la réponse à Erdogan, c'est de continuer à avancer, de sortir du Covid tous ensemble. J'ai oublié de dire, bien entendu, sur les plans de relance, compte tenu de l'étude d'impact qu'on avait sur le fait que les premiers emplois perdus sont féminins de manière violente, en Italie, en décembre, sur 110 000 destructions d'emplois, 90 000 étaient féminines. Voilà. Donc, et je ne vous parle pas des États-Unis. Donc, pourquoi? Parce que les métiers du tourisme, les métiers les plus précaires, les métiers à temps partiel étaient féminins, et ce sont les métiers qui se sont arrêtés avec le Covid. Donc, si on relance l'économie sur des métiers comme le numérique ou l'environnement, ça tombe bien, ce sont des filières de formation qui sont à plus de 70% masculines. Donc, on a intégré dans les plans de relance, et tous les pays doivent, dans leur plan de relance, intégrer comment est-ce que le plan de relance n'aggrave pas la situation de l'emploi des femmes, et voire même l'améliore. Merci. Donc, c'était plus large. Oui, non, mais je sais que tout le monde a beaucoup d'idées et je vous remercie pour toute cette vision globale. Je pense c'est un think tank Égalité Ensemble qui a une volonté justement d'améliorer la situation ensemble, femmes et hommes, voilà, réunis pour réfléchir à un monde meilleur, égalitaire. Alors, comme nous avons parlé pendant 1 heure, là, nous allons prendre des questions du public. Alors, Nathalie, est-ce que tu as repéré un certain nombre de remarques ou de questions qui seront liées quand même au Sopagate? Et je sais qu'il y a une personne donc, qui est Sophie Second, qui a une réaction qu'elle veut faire, qui a fait un post LinkedIn extrêmement vu. Et donc, je pense qu'elle a une réaction à faire et une question à poser. Alors, je la laisse la poser, je vais l'autoriser à parler
en la promouvant pour qu'on puisse l'avoir, les membres d'égalité ensemble. Alors, Sophie, j'espère que tu es là parce que je t'ai promue panéliste. Est-ce qu'elle est apparue ou pas? Non, je l'ai fait disparaître. Ah non, ça va. Donc, si Sophie est présente, elle peut poser sa question. Sinon, vas-y, Sophie. Il faut réactiver ton micro. Il faut réactiver ton micro. On ne t'entend pas. C'est bon. Ça, je pense que c'est bon. Merci Juliette de me donner la parole. Effectivement, moi, j'ai toujours pas décoléré sur cette affaire du Sofagate. Moi, la question que je pose, et tout à l'heure, on a entendu un jeune de Génération Maastricht, mais aujourd'hui, si je devais expliquer à un jeune qui a, disons, entre 15 et 20 ans, femme ou homme, comment je lui explique la scène qui s'est déroulée entre Erdogan, Charles Michel et von der Leyen? Comment je peux lui expliquer que nous avons laissé la présidente de la Commission être humiliée au mépris de toutes les valeurs républicaines et européennes que nous portons, pour expliquer cette humiliation diplomatique, ce couac entre deux institutions européennes, pour expliquer que nous avons laissé Erdogan, d'ailleurs assez prévisible, il quitte l'accord d'Istanbul, il est dans son jeu, bon. Mais on lui laisse marquer un double point, double effet qui se coule. On lui laisse marquer le point parce qu'il divise, comme Thomas l'a souligné, les institutions européennes, d'une part, et d'autre part, il conduit l'Union européenne à traiter une femme, en l'espèce la présidente de la Commission, aussi mal que le font les islamistes politiques. Comment on fait pour expliquer que nous restons bien timorés en France face à ce piège du dictateur turc, permettant encore une fois à l'islamisme politique de marquer des points? Bref, comment je peux expliquer les raisons pour lesquelles nous n'avons pas exigé la démission immédiate de M. Michel pour cette faute impardonnable? Dans n'importe quelle société, il aurait été révoqué à nutum. Et même si les services protocolaires ont commis une erreur, je l'entends, ce qu'il faut retenir, parce que c'est toujours facile de s'en prendre aux petites mains, c'est que Charles Michel, il n'a pas eu le réflexe d'exiger un fauteuil pour Ursula von der Leyen ou de quitter la Réunion. Et quand on a aussi peu de courage politique, quand on véhicule une si piètre image des institutions européennes, quand on porte aussi mal les valeurs européennes, on ne mérite pas d'être à ce poste. Il est président du Conseil européen. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Il y a des responsabilités sur ses épaules. Alors, vous avez été plusieurs des panélistes à parler de symbole. Eh bien, moi, je pense qu'il fallait réparer ce symbole d'humiliation qui relève du traumatisme par un autre symbole qui était la démission de Charles Michel. Et excuse-moi Irène, mais une lettre me paraît être une réponse très insuffisante à cet incident. Alors bien sûr que les directives, bien sûr que la commissaire à l'égalité, c'est très bien, c'est indispensable, ça fait avancer l'égalité homme-femme. Mais si tu veux ancrer l'Europe dans la tête des citoyens, eh bien de temps en temps, il faut des symboles forts. Et je pense que la démission de Charles Michel aurait été le symbole que moi, en tant que femme, en tout cas, j'aurais attendu et que je pense que beaucoup de jeunes auraient attendu et beaucoup de citoyens. Alors, il est membre de Renew, tu l'as dit, tu l'as souligné, mais excuse-moi, mais quand on a créé En Marche, on a promis de faire de la politique autrement. Je te remercie, Sophie. Donc, je vais laisser Irène parce qu'elle a été directement interpellée. Et puis, je pose aussi peut-être Alain Richard après pour une réponse politique à cette situation. Alors, bien entendu, c'est une opinion que vous donnez qui est strictement personnelle. Oui. Et c'est une réflexion qu'on a. On est un think tank. On n'est pas, on est là pour réfléchir ensemble. Voilà. Donc, moi déjà, alors à la base, il ne faut pas oublier qu'il y a une seule victime, c'est Ursula von der Leyen. Mais il y a un seul vrai coupable, et c'est Erdogan. Et Erdogan, en fait, il est dans une position très particulière. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Parce que Charles Michel, outre le fait qu'il est de notre famille politique, s'il démissionne, est-ce que notre famille politique est renforcée? Non. Donc la réalité, c'est qu'il faut qu'on sorte vers le haut en
protégeant Charles Michel, et ça ne me fait pas rêver. Donc moi, à titre personnel, j'ai déjà demandé qu'on révoque l'ambassadeur de l'Union européenne, parce que lui, pour le coup, les petites blagues de Erdogan avec les sofas, les canapés, les chaises et les machins, qui sont habituelles, eh ben, quand la précédente mandature, il y avait 2 hommes, eh ben, il y avait 3 chaises. Et c'était le même ambassadeur de l'Union européenne. Donc là, oui, moi je pense que cet ambassadeur de l'Union européenne, il faut qu'on le fasse entre guillemets, gicler, révoquer, parce que lui, il a fait une faute diplomatique énorme. Il faut il faut effectivement qu'on ait, à partir du moment où Charles Michel ne réagissait pas sur le moment de l'incident, effectivement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye les pots cassés. Voilà. Ça ne peut pas être Charles Michel pour les raisons évoquées, qui sont que ça nous affaiblirait, donc ça veut dire que ça affaiblirait les réformes qui sont en cours et qui sont plutôt des bonnes réformes. Et donc, il y a des groupes politiques qui n'attendent que ça, de nous affaiblir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'une lettre, c'est suffisant? Ça commence par une lettre. Ça commence par une lettre. Mais derrière, il y a une lettre, il y a une résolution. Là, je veux dire, le poids d'une lettre. Le 8 avril, on a fait une lettre au Premier ministre, au ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, il y a eu des annonces d'1 milliard d'euros. Donc, je veux dire, une lettre, c'est le premier pas pour une action. Et donc, Charles Michel, la lettre, c'est une lettre qui est signée par plein de monde. Et c'est une lettre qui lui demande d'avancer sur ce foutu Conseil à l'égalité, et également, dans la même façon, de débloquer tous les textes qui sont bloqués, et y compris d'aller vers une nouvelle ère dans la diplomatie, dans l'égalité au sein de l'Union européenne, pour préparer, comme ça a été très justement dit, la présidence française de 2022. Donc, déstabiliser le Conseil aujourd'hui, eh ben, c'est pas une bonne idée, parce que la France prend la présidence au 1er janvier. Il y a voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu, mais la réalité, c'est ça. Merci. Alors je vais laisser maintenant Alain Richard s'exprimer, et puis Nathalie de Courcy pourra donner son opinion aussi personnelle, bien entendu. Je dis un mot simplement qui se détache un peu de la phase du débat où nous sommes. Et je suis un peu ennuyé parce qu'à différents moments, j'ai eu des coupures de son, donc je n'ai pas forcément entendu l'intégralité des propos. Mais il me semble que le clash qu'on a vécu, c'est aussi la représentation de la très faible capacité de l'Union européenne à assumer un rapport de force. Elle n'est pas faite pour ça, on le sait tous depuis 60 ans. Et donc, il y a besoin d'une rééducation, il y a besoin d'un redressement. Et déjà, il y a un président du Conseil de l'Union, et on l'a forcément choisi pour mettre les gens d'accord. Parce que spontanément, les 27 chefs de gouvernement, plus 26 plus notre chef d'État, parce qu'en fait c'est le seul, tirent chacun de leur côté, et ne sont pas forcément des grands partisans et artisans de la diplomatie européenne unifiée. Et donc, évidemment, d'ailleurs, c'est pas la première fois, on est allé chercher un Premier ministre belge. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui incarne l'autorité combattante. Sinon, il serait pas Premier ministre belge. Et donc, on observe, dans ce cas flagrant et extrêmement destructeur, un dysfonctionnement, une faible capacité, pour ne pas dire incapacité de l'Union. Mais ce que je voudrais simplement suggérer, c'est que dans l'ensemble des programmes, des intentions qui ont été décrites par les autres intervenants et que je ratifie à 100,0%, derrière, il faut que l'Union soit opérante. Il faut qu'elle soit efficace. Et donc, c'est sûr qu'il y a du remontage de bretelles à faire à différents endroits, y compris vis-à-vis de Michel, qui n'a pas eu le bon réflexe. Mais on va retrouver Erdogan au tournant, parce que les sujets qui n'ont pas été traités correctement à Ankara, il va bien falloir qu'on les traite. Et notre problème, notre fil à la patte, c'est que sur à peu près tous les sujets diplomatiques lourds que nous avons au sein de l'Union européenne, il y en a toujours un qui marche de travers. Sur les droits de l'homme, je ne vous raconte pas nos amis hongrois et polonais, mais sur beaucoup d'autres sujets, l'Union miroite, parce qu'il y en a toujours un qui a un intérêt, une conception des intérêts de son pays, qui l'amène à ne pas suivre la marche, et même souvent à mettre un peu du sable dans la mécanique. Donc si nous ne sommes pas en mesure, et c'est évidemment le projet d'Emmanuel Macron, mais enfin,
D'ailleurs, à plusieurs moments de la conversation, quand il s'est agi d'engager des actions, etc., on est revenu au plan national. Là, évidemment, on n'est plus chez nous. Mais si nous continuons à avoir une Union européenne qui est aussi fragile, aussi fragmentée et aussi peu volontaire, on va continuer un peu à ramer dans le sable quand même. Alors, Nathalie, Oui, c'est à toi pour ton expression de ton opinion. Ouais, Et puis après, on passera au point suivant. je voulais réagir à ce que vient de dire tout à l'heure Irène. Effectivement, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Cet événement du Sofagate, il est révélateur avant tout de la misogynie d'Erdogan, qui est bien sûr, lui, dans son couloir. Hein, il a utilisé cette erreur protocolaire pour nous jeter à la figure son déni de l'égalité des sexes et son mépris des femmes. Rien d'étonnant de sa part, mais effectivement, avant tout, on a affaire à la misogynie et au sexisme d'Erdogan. Après, et Irène le disait aussi, même s'il n'avait pas pu anticiper, Charles Michel aurait pu sur le moment s'asseoir avec Ursula von der Leyen et faire front sur le moment, parce qu'il a malheureusement loupé une occasion d'un geste politique féministe fort, juste après en plus le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul. Il a manqué le coche. Et moi, ce qui m'a choqué dans l'histoire, c'est que dans les raisons qu'il a avancées, il a dit je n'ai pas voulu créer un incident plus grave. Et je trouve ça assez choquant, en fait, parce que c'était au contraire l'occasion de ne pas laisser de place, de ne pas laisser d'espace pour l'expression d'une misogynie et d'une humiliation publique, hein, pour Ursula von der Leyen. C'était l'occasion pour lui de faire front et de marquer le coup, justement à ce moment-là, et de montrer la fermeté et l'unité de l'approche européenne vis-à-vis de la Turquie. Je pense que ça, c'est vraiment dommage. Et Irène l'a dit aussi, il faut que la réponse, elle soit forte. Alors, peut-être pas aussi forte que ce que propose Sophie, mais il faut que la réponse, elle soit forte parce que, justement, ces rencontres bilatérales politiques, elles doivent être l'occasion d'aborder les sujets de l'égalité entre les femmes et les hommes et d'aborder aussi la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, il faut se saisir de ces opportunités-là et voilà, il faut qu'il y ait une réponse apportée qui soit à la hauteur de l'humiliation qu'a vécue Ursula von der Leyen. Merci. Donc, espérons qu'on arrivera justement, grâce à ce Sofagate, à négocier. Ça peut servir effectivement de levier. Et je suis ravie de voir qu'Irène Tolleret, le groupe Renew et Stéphane Séjourné ont décidé d'exploiter cet incident. Donc moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Quand on peut exploiter, exploitons. Voilà, surtout quand c'est pour l'égalité, soyons pragmatiques. Alors, il y a une question extrêmement intéressante qui est pour Thomas Friand. Donc, Monsieur Friand a souligné au tout début du débat l'incapacité de la Commission à assumer le rôle géopolitique qu'elle veut avoir. Dans ce cas, quelles sont les mesures à adopter pour assumer ce rôle? C'est une question de Myriam Kessler. Alors, merci Myriam pour cette question qui est essentielle et comme elle est très complexe, je vais donner des bouts de réponse, mais je ne suis pas sûr d'avoir toutes les billes. En tout cas, si j'avais toutes les billes, je serais à Bruxelles en train de bosser ardemment. Je ne serais pas ici avec vous, malheureusement. Il me semble que le cas d'école auquel on se confronte est un bon cas d'école pour comprendre ce que ça peut signifier une commission géopolitique. Et là, je pars de ce qui vient d'être décrit sur la proposition de Sophie de demander la démission de Charles Michel pour pouvoir répondre à cette question en partant d'un cas concret, parce que sinon ça va faire une grande leçon de relations internationales et c'est absolument pas intéressant. Pour ça, je vous partage dans le chat quelques articles que j'ai collectés en écoutant les uns et les autres là, qui me paraissent très intéressants. La première chose qu'on doit avoir en tête quand on veut faire de la Commission un acteur géopolitique, c'est d'être parfaitement au clair sur les intérêts que nous portons en tant qu'Union européenne. Dire ça, c'est en soi une révolution institutionnelle. Parce que ça fait seulement depuis 2007, avec le traité de Lisbonne, 2007-2009,
qu'on a reconnu l'importance d'avoir une politique étrangère et de sécurité commune, et donc de défendre nos intérêts en commun à l'échelle de l'Union européenne, nos intérêts internationaux, nos intérêts géopolitiques. Et le fait que la présidente de la Commission, qui, je le rappelle, a été ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne, affirme son ambition géopolitique, c'est en soi une révolution aussi, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, qui est que la Commission n'est pas responsable de la politique européenne et de sécurité commune. Elle en gère la mise en œuvre, elle organise la négociation des traités internationaux dans lesquels l'Union européenne est impliquée au nom des États membres, mais c'est une compétence du Conseil, puisque c'est une compétence souveraine des États membres qui le composent. Donc, premièrement, il faut déterminer nos intérêts communs. Dans cette affaire, on avait des intérêts communs, et c'est d'ailleurs pour ça que Erdogan a été si agressif dans l'attaque symbolique qui a été réalisée, qui à nouveau, et là je souscris à ce que Sophie disait tout à l'heure, est parfaitement ancrée dans l'idéologie islamique de la nouvelle République ottomane, feu République plus ottomane, voire islamiste qu'autre chose, que Erdogan essaye d'installer en Turquie, et que l'humiliation de la femme, c'est son programme politique. Donc première chose, déterminer, cartographier nos intérêts communs. Deuxième chose, c'est définir sur la base de ces intérêts communs, comment est-ce qu'on va les défendre? Quels sont les leviers de rapport de force qu'on va employer pour pouvoir les porter? Là, je rejoins sur ce qu'Isabelle disait tout à l'heure. La politique commerciale, c'est le premier outil d'influence mondiale de l'Union européenne, puisque nous sommes encore et pour longtemps le principal marché de consommateurs à l'échelle mondiale, le plus riche et le plus volumineux. Et employer la force de frappe commerciale de l'Union européenne, c'est la priorité absolue de toutes nos stratégies d'influence, pour deux raisons. La première, c'est que sur le plan institutionnel, l'Union européenne est déjà dotée d'une compétence exclusive, c'est-à-dire qu'elle gère à sa propre main la politique commerciale des États européens. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'OMC, il y a un ambassadeur pour l'Union européenne, qui est le représentant permanent de l'Union européenne au nom de tous les États membres, pour négocier les accords commerciaux internationaux. Donc on a déjà les capacités institutionnelles pour le faire. Et deux, c'est ce qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux par contraste par rapport à nos capacités politico-militaires, dans la mesure où nous n'avons pas un siège de l'Union européenne au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous n'avons pas une défense européenne contre la volonté française de développer une défense européenne, et nous n'avons pas de stratégie de sécurité intérieure commune à l'Union européenne. Il y a des prototypes dans ce domaine-là, mais on ne les a pas. Donc premièrement, avoir une cartographie de nos intérêts, deuxièmement, savoir quels sont nos leviers de puissance, et d'ailleurs le sens de la présence d'Ursula von der Leyen à Ankara au moment du Sofagate, c'est précisément pour employer l'arme commerciale dans les négociations avec la Turquie, dans un contexte où, je le rappelle également, la Turquie est encore et toujours dans un processus d'adhésion à l'Union européenne, donc dans un processus où elle est censée rejoindre le marché unique. Et rejoindre le marché unique, ça veut dire avoir accès au marché intérieur et donc ne plus se soumettre aux joues commerciales de l'Union européenne. Donc c'était une humiliation non seulement contre la féminité et l'incarnation des valeurs de l'Union européenne, mais c'était aussi un retour de force contre le principal levier de puissance de l'Union européenne, qui est la politique commerciale, dont Isabelle a rappelé l'extrême importance tout à l'heure. Troisième et dernier élément, c'est d'être au clair sur la stratégie politique par laquelle on va employer ces leviers. Et aujourd'hui, là où la crise du Sofagate est extrêmement alarmante, c'est qu'elle nous a démontré et c'est pour ça que je voulais commenter les propos d'Irène tout à l'heure parce qu'ils sont extrêmement intéressants, et j'ai oublié de mentionner l'idée qui me tenait le plus à cœur pour enrichir ce qu'elle disait. J'ai fait que répéter quelques conneries, mais elle les avait déjà bien en compte, donc c'est parfait. L'idée la plus importante, c'est d'avoir une stratégie politique commune. En l'occurrence, nous avons un président du Conseil qui incarne les chefs d'État et de gouvernement de l'Union à l'échelle internationale. Nous avons une présidente de la Commission. Ces deux postes sont institutionnellement séparés parce qu'il y a deux fonctions. Rien ne nous empêche de les réunir, de les conférer à la même personne, pour que demain, il n'y ait jamais plus de division entre les compétences politiques et législatives, notamment de l'Union européenne par la Commission, et son portage à l'échelle internationale via le Conseil. Et d'ailleurs, nous qui sommes des pro-européens depuis très longtemps,
et depuis la naissance de la République en marche. C'est d'ailleurs sur cette base-là que tous les progressistes que nous rassemblons se sont rassemblés. Nous pourrions porter ensemble l'idée que, à l'issue du mandat de Charles Michel, bien plus que de demander sa démission, la fonction de président du Conseil européen soit fusionnée en donnant ce mandat à la même personne avec la présidence de la Commission. Ça serait un geste extrêmement fort, ça serait un geste dans lequel nous nous grandirions politiquement, et ça serait un geste dans lequel notre capacité d'influence géopolitique serait bien plus importante. De là à prendre l'idée d'une coprésidence, comme Juliette, tu l'évoquais tout à l'heure, avec un binôme femme-homme, pourquoi pas, mais que la fonction soit unifiée. Le siège ne soit qu'un. Ça peut être un siège avec deux assises, pour un homme et pour une femme, ça m'est égal, mais que les fonctions soient unifiées, parce que ça nous éviterait ce problème. Et j'en termine avec un dernier exemple, parce que c'est à ça que je voulais penser quand je m'adressais à Irène tout à l'heure, c'est que dans ce que le Conseil peut faire déjà pour défendre les valeurs des droits humains et donc des droits des femmes à l'échelle mondiale, en particulier sur le sujet des violences faites aux femmes, il y a le projet de directive qu'Irène évoquait tout à l'heure, mais il y a des mécanismes extrêmement puissants de politique étrangère qui existent entre les mains du Conseil, notamment les mécanismes de sanctions individuelles. Ça s'appelle les mécanismes dits Magnitsky, et l'Union européenne en est dotée et ils sont extrêmement efficaces. C'est d'ailleurs sur ça qu'on se base, y compris pour lutter contre la Russie, pour la Chine, pour l'Arabie saoudite. Ces mécanismes de sanctions personnelles, ils sont pour les violations graves des droits humains. Et il n'est pas à exclure, et on peut même le souhaiter, qu'une diplomatie féministe soit une diplomatie qui sanctionne les violations très fortes des droits des femmes. C'est le cas en Turquie aujourd'hui, puisque comme la Turquie a aboli l'état de droit, elle est en train d'abolir les droits des femmes. C'est toujours la même dynamique. Un régime fasciste est un régime machiste, et là, on a exactement ce problème-là. Et dès à présent, sans avoir à attendre une nouvelle législation européenne, on a au Conseil, et le président Charles Michel le sait puisqu'il en est le décisionnaire, les capacités d'employer des mécanismes de sanctions qui grandiraient l'Union européenne dans ses rapports de force politique et qui savent cibler ceux qui violent les droits des femmes. Merci beaucoup. Oui. Alors, je vois qu'on aboutit vers la fin donc du webinaire. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. Si quelqu'un veut faire une remarque, c'est encore possible. Je tiens à dire qu'il y avait plusieurs propositions assez intéressantes dans le chat, qui est en particulier notamment l'idée d'avoir dans chaque ambassade des conseillers, conseillères à l'égalité femmes-hommes, pour permettre d'avoir justement une vigilance concernant les réunions, concernant les négociations, pour que toujours cette dimension d'égalité soit promue à tous les niveaux de toutes nos négociations diplomatiques. Donc ça, c'était une proposition que je trouvais très intéressante. Il y a eu aussi des points qui ont été soulevés concernant éventuellement le rôle protecteur de l'Allemagne vis-à-vis de la Turquie, et donc du fait que peut-être il y aurait lieu de réfléchir à des modalités d'action à l'égard, pour obtenir une vision plus comment je pourrais dire, plus solidaire de l'Allemagne vis-à-vis des attaques turques, notamment contre certains États comme la France. Je vois qu'Irène a l'air de vouloir dire quelque chose et je vais la laisser parler. Il y avait deux toutes petites remarques par rapport au Magnitsky Act. Oui, c'est un outil très bien. Après, c'est un peu compliqué de le déclencher contre la Turquie alors qu'on ne le déclenche pas contre la Pologne. Et objectivement, sur le droit des femmes, il y a une humiliation de Ursula von der Leyen, mais au quotidien, je ne suis pas sûre, quoi. Donc, on a un vrai problème. Et sachant que la Turquie nous tient également avec les camps de migrants. On lui donne 6 milliards d'euros par an et il s'occupe de 2 à 3 millions de Syriens dans des conditions innommables, mais ça permet que ce problème politique-là ne soit pas localisé en Europe. Donc, c'est pour ça qu'à la base, in fine, derrière le problème turc, il y a réglé le problème syrien. Mais je voulais juste revenir sur Erdogan et l'Allemagne. En fait, c'est Erdogan partout, parce que Erdogan finance des associations de Turcs pour qu'ils ne s'assimilent pas dans tous les pays européens, et y compris en France.
Donc, on voit l'histoire de la mosquée de Strasbourg. On n'a aucun problème avec les mosquées en général, mais une mosquée qui est dans les mains d'islamistes turcs, ah bah oui, on a un méga problème. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la loi séparatisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter d'avoir une puissance étrangère qui installe des noyaux un peu partout. Or, en Allemagne, on a eu une migration turque et je ne sais pas si vous vous souvenez quand il y a eu des élections en Turquie, les Turcs, ils ont tous été votés partout. Il y avait des queues, moi je ne savais même pas c'était la première fois que je voyais entre guillemets des personnes d'une nationalité autre que française s'intéresser à ce point-là aux élections dans leur pays d'origine de migration. C'est invraisemblable. Donc, on a un problème turc. Donc, je ne suis pas sûre qu'aller là-bas, c'était la meilleure idée. Enfin, moi, à titre personnel, je pense qu'on vit un moment munichois. Et donc, c'est important de savoir dans quel camp on est. Il y a des personnes avec qui, voilà. Sur l'adhésion de la Turquie, je pense que moi, en tout cas, au Parlement européen, si je peux bloquer, je bloquerai. On va faire simple parce que faut d'abord régler les problèmes Et régler les problèmes, c'est effectivement sans doute n'avoir une seule personne qui occupe les deux fonctions, mais également un peu plus de poids au niveau du Parlement européen. Parce que sur des sujets comme ça, parfois le Conseil met la poussière sous le tapis, parce qu'il y a des accords, il y a des machins, il y a des trucs, et je pense que c'est aussi pour ça que la voix européenne, elle est moins entendue, et que le droit c'est la conférence sur le futur de l'Europe. Je crois qu'il faut vraiment qu'on s'approprie cet outil pour faire évoluer l'Europe dans le sens dans lequel on le veut, au niveau de la diplomatie féministe et donc de l'égalité homme-femme. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Alors je sais que on a fait 1h30, hein, c'est quand même plutôt bien. En termes de durée, je ne veux pas que ça dure non plus plus longtemps. On aura l'occasion de refaire des débats et je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont investies. On mettra la vidéo sur la page Facebook. Voilà, on a des pistes d'amélioration, des tas d'éléments. Et donc, j'espère que ça aidera à faire avancer l'égalité ensemble. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Merci. Merci pour la qualité des débats et surtout, on reste en contact. Mon mail, il est facile à trouver et c'est des sujets sur lesquels je travaille et moi, j'ai envie qu'on travaille tous ensemble dessus. Oui, et j'encourage tout le monde. J'encourage tout le monde à aller sur le site internet. Alors désolée, je vais faire un peu la pub sur le site internet d'Égalité Ensemble et à adhérer parce que quand vous adhérez, eh bien c'est gratuit. Bon, il y a moyen de nous soutenir, mais c'est gratuit. Mais ça permet aussi de mettre en commun nos cerveaux pour plus d'égalité. Voilà, parce qu'il faut penser l'égalité pour pouvoir aussi l'appliquer et notamment agir sur la place des femmes. Parce que ce n'est pas qu'une question de normes, c'est aussi une question de place. Et ce Sofagate, c'est aussi l'occasion d'agir sur ce concept qui est très nordique en général de place des femmes, où tout le monde solidairement agit dès la réunion, dès que ça se passe, en fait, chaque personne agit pour la place des femmes. Et donc nous, en France et partout en Europe, nous devons penser la place des femmes en plus des normes, en plus de tout le reste. Voilà, je vous remercie et merci beaucoup, à la Juliette. prochaine fois. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bravo pour la qualité des échanges. Merci, au revoir.